Donc si je me trompe pas, c'est la dernière table ronde de la journée. On a commencé tôt ce matin, on termine pas trop tard ce soir, mais non, on est encore en plein d'énergie. Je sais pas à quelle heure il termine à Radio France, mais je crois qu'il y a eu aussi pas mal de débats. Donc le thème de cette année, c'était les chocs, comment les médias se transforment, se réinventent à l'heure des chocs. Et c'est vrai que des chocs, il y en a beaucoup, hein, on le disait ce matin, des chocs économiques, des chocs technologiques, des chocs réglementaires, des chocs un peu démocratiques aussi. Hein. Dans ce contexte-là, en France, on a lancé quelque chose qui s'appelle les États généraux de l'information. On va en parler là. L'idée, c'est de faire un peu à la fois un point d'étape et d'essayer de comprendre aussi pourquoi on avait besoin peut-être de se poser ces questions. Juste, je voudrais commencer par donner la parole. Alors, les différents intervenants, je vous les présente très rapidement dans l'ordre sur scène juste à côté de moi. Pierre Louette, qui est le PDG du groupe Les Échos Le Parisien, dans lequel il y a différents médias. Il y a aussi Radio Classique, Connaissance des Arts, Investir. Voilà, c'est pas que Les Échos et Le Parisien. Rima Abdul-Malak, qui est ministre de la Culture. Juste à côté, Christophe Deloire, qui est le secrétaire général de RSF, mais qui est aussi la cheville ouvrière des États généraux de l'information, journaliste au Point avant et dans plein de médias différents, une longue carrière de journaliste. Et juste à côté, Claire Léost, qui est la présidente du groupe Prisma Média. Prisma Média, vous connaissez peut-être pas le nom Prisma, mais derrière, c'est le numéro 1 français des magazines. Ça va de Capital à Femme Actuelle, mais aussi des magazines télé, plein de choses. Et c'est une des filiales du groupe Vivendi. Peut-être au moment où on réfléchissait avec Pierre et avec les équipes ici aux Échos et aux Parisiens sur les différentes thématiques qu'on voulait aborder cette année, à un moment on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on parle des États généraux de l'information. On n'était pas sûr qu'ils soient vraiment totalement lancés, totalement avancés à ce moment-là. On savait pas où ça en serait. Et Pierre, on s'est dit quand même il faut qu'on parle de ces questions-là de la démocratie. Pourquoi est-ce que toi tu as insisté pour qu'on parle de ça? Et après je donnerai la parole à tous nos invités pour qu'ils nous disent pourquoi à leurs yeux c'est important. Mais juste quelques mots d'introduction finalement sur l'importance de cette thématique avant que tu défendes tes points de vue. Bon, merci beaucoup, David. D'abord, je voulais saluer la présence d'amis. Ça fait très, très plaisir de vous accueillir ici, dans cet espace largement consacré aux médias. Je disais qu'il y a aussi dans l'immeuble Eramet, mais qui fait moins de réunions dans l'amphithéâtre que nous, pour des raisons que chacun pourra comprendre. Oui, quand on a préparé, on avait annoncé la tenue des États généraux, mais c'était pas complètement lancé. Entre-temps, voilà, maintenant c'est lancé, et la ministre les a installés, Christophe et un ensemble de professionnels dirigent les débats, puis il y a des groupes de travail, enfin toute cette mécanique s'est mise en place. Mais de toute façon, ces enjeux qui sont ceux décrits par le thème de la réunion de ce soir, indépendance, pluralisme, sont des enjeux centraux. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin aussi, l'indépendance de la presse et l'existence d'une presse et de médias en fait libres sont des éléments premiers de la chaîne de valeur de la démocratie. Au début de la démocratie, et au début de la démocratie athénienne aussi, c'était déjà le cas, il faut qu'il y ait une circulation assez libre de l'opinion, il faut qu'il y ait une formation des opinions de façon libre, il faut qu'il n'y ait pas d'inquiétude à exprimer son opinion, inquiétude qui allait jusqu'à des conséquences très néfastes. Donc de ce point de vue-là, celui de l'indépendance de la presse et du pluralisme, franchement, dans ce pays, on a beaucoup de chance parce qu'on a des médias qui sont foisonnants, on en parlait à l'instant en aparté, il y a énormément de médias. Claire mentionnait tout à l'heure aussi qu'il y avait de plus en plus en réalité de magazines, peut-être 1 millier de plus qu'il y a 20 ans, de mémoire, mais tu le diras mieux que moi. Et donc on a un foisonnement qui intervient, et ça je l'ai souvent décrit, dans un contexte de concentration. Parce que pendant que ça foisonne dans la création de médias dans ce pays, il y a une concentration des plateformes, et ça aussi c'est un thème sur lequel on pourra revenir. On a 2 très grandes plateformes, au moins, quelques autres un peu plus petites, qui, pour l'une, est le moteur de recherche du monde, et pour l'autre, est l'agora du monde. Donc ce sont de toute façon des enjeux qui sont nationaux mais internationaux. Pluralisme, c'est un enjeu très très clair également, parce que le pluralisme permet aussi de forger et de former son opinion dans la différence. Les monopoles d'opinion, ça s'appelle des dictatures, donc c'est évidemment pas non plus le cas ici. Mais pour autant, si on n'a pas tous ces problèmes radicaux que je mentionne,
il est évident qu'il y a des questions qui se posent dans le monde de la presse et des médias, et on a vu depuis un an, et avant l'été, des débats qui naissaient sur la concentration dans les médias, sur des mécanismes de nature à renforcer l'indépendance des rédactions. Tout ça, c'est l'actualité, tout ça fait partie des enjeux des États généraux. J'aurai l'occasion, j'espère, que tu me donneras l'occasion d'y revenir. Donner la parole, oui, c'est sûr. Je suis pas certain que tu me la redonnes, parce que une fois, ça me paraît déjà très généreux, mais ce sont des sujets auxquels on est très attachés. On est très attachés dans ce groupe à l'indépendance des rédactions et l'indépendance des journalistes. Je pense que les uns et les autres le savent. Et on connaît tous les mécanismes dans ce groupe qui sont envisagés, existants ou à venir peut-être, sur la garantie de cette indépendance, les mécanismes de rejet ou pas de directeur de rédaction. On connaît toutes ces modalités-là. Moi, je peux les comparer. Il n'y en a pas aux Parisiens, il y en a aux Échos, il n'y en a pas à Connaissance des Arts. Voilà. Et donc, on est très prompt et prêt à discuter des vertus de ces différents mécanismes avec les uns et avec les autres. Madame la ministre, peut-être effectivement, on est dans une démocratie, il y a du pluralisme. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin finalement de lancer des états généraux de l'information comme si il y avait une forme de risque aujourd'hui pour notre démocratie? Est-ce que c'était ça le point de départ, hein? Oui, et je pense que le baromètre qui vous a été présenté aujourd'hui sur la confiance dans les médias le montre. Il y a une défiance qui s'installe de plus en plus entre les citoyens et les médias. Plusieurs sondages avant l'avaient montré et le baromètre le confirme, même s'il y a aussi un intérêt pour l'actualité, donc faut pas tout voir en noir non plus. Mais on voit qu'il y a plus de la moitié des Français, presque 55-60% selon les sondages, qui éprouvent de la méfiance vis-à-vis des médias, même 17% du dégoût, autant de la colère, donc en fait des sentiments de rejet, ce que montre aussi ce baromètre La Croix-Cantar. Or, ça c'est un vrai enjeu pour l'avenir de la démocratie, et on a pu voir tous les phénomènes aussi de manipulation de l'information, ce que ça peut provoquer par exemple aux États-Unis avec l'invasion du Capitole ou au Brésil ou ailleurs. Donc il y a un impact direct entre l'accès à l'information et la vitalité de notre démocratie. Si on veut prendre soin de notre démocratie, on doit prendre soin de ce bien commun qu'est l'information. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui, indépendance comme pluralisme, sont des mots-clés et des enjeux clés pour renforcer ce lien de confiance entre les citoyens et les médias. Les citoyens ont besoin de savoir que les médias sont indépendants, que les journalistes sont indépendants du politique, du pouvoir politique, mais aussi de leurs actionnaires, que ce soit des intérêts économiques ou idéologiques de leurs actionnaires. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un pluralisme d'opinion qui est exprimé pour se faire leur propre opinion et avoir un esprit critique renforcé, plutôt qu'une seule ligne avec que des personnes qui pensent la même chose dans le même média. Ils ont besoin de proximité, d'où d'ailleurs une confiance renforcée pour la presse quotidienne régionale que pour la presse nationale dans tous les baromètres. Ça veut bien dire aussi que ces médias implantés localement, qui racontent quelque chose de la vie locale, qui sont plus proches des habitants, ont ce lien de confiance renforcé. Donc voilà, ce sont tous ces enjeux qui nécessitaient de confier à un comité indépendant, et Christophe Deloire pourra en parler, le pilotage de ces états généraux de l'information pour créer un temps aussi citoyen et pas que entre experts d'échange sur comment on s'informe, qu'est-ce que ça veut dire s'informer aujourd'hui. Évidemment, à l'heure où on a tous aussi les bulles algorithmiques qui nous enferment dans un certain type d'informations sur les réseaux sociaux, l'hégémonie des GAFAM qui captent aussi le marché publicitaire, qui du coup bousculent les modèles économiques des médias. Tout ça crée quand même un certain chaos informationnel, pour reprendre les mots de Christophe Deloire, et nos citoyens se sentent un peu perdus. Donc on a besoin aussi de les impliquer dans ce débat, et que ces états généraux soient un moment de prise de conscience de la nécessité de préserver ce bien commun qu'est l'information. D'accord. Pour préserver la démocratie. Avant de parler du fond, peut-être Christophe, deux mots sur à quoi ça doit servir et quand est-ce que ça doit aboutir, les états généraux de l'information. Alors notre mission, c'est de remettre une proposition de stratégie et de plan d'action pour garantir le droit à l'information fiable à l'ère du numérique, au XXIe siècle, avant l'été 2024. Donc en gros, atterrissage prévu en mai-juin. D'accord. Avec un périmètre très large,
qui va au-delà des médias, puisque le périmètre, c'est celui au fond de l'espace informationnel. Il y a souvent une grande incompréhension, c'est que bon nombre, y compris parfois des acteurs, ont le sentiment que simplement on est des acteurs en présence, sans voir qu'en fait, tous ces acteurs, quand je dis les acteurs, c'est des médias de catégories différentes, des citoyens, des entreprises, des groupes religieux, enfin n'importe quel type de personnes physiques ou morales, qui agissent désormais dans un espace, une place du village, ou un marché des opinions, des idées et des informations, qui était national jusqu'à récemment et qui s'est ouvert dans le cadre d'une mondialisation finalement très récente de l'information. Alors, c'est pas nouveau totalement la mondialisation. Il y a des ondes courtes qui ont toujours passé les frontières et qui ont été utilisées, ne serait-ce que entre les deux blocs, enfin surtout de l'Ouest vers l'Est, pendant la guerre froide. Mais néanmoins, on avait des systèmes de régulation de la liberté d'expression, pour statuer sur ces exceptions, du champ des médias, qui étaient très nationaux et qui aujourd'hui ont perdu une partie, non pas de leur pertinence dans l'absolu, mais de leur applicabilité dans la réalité. Et donc l'enjeu, c'est de travailler sur l'ensemble des aspects qui touchent à cet espace informationnel, à cet espace public, pour trouver les moyens de garantir le droit à l'information, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait tous accès à des informations fiables, qu'on ne soit pas que la désinformation, les rumeurs, les propos de haine ne finissent pas par prendre le dessus sur l'information fiable. Et puis avec une question, c'est comment on arrive à protéger dans cet écosystème la fonction sociale du journalisme. Et donc au-delà des questions, enfin les questions qui sont là derrière nous sont des questions importantes pour les États généraux, mais si je peux dire, c'est loin d'être les seuls. Si on se passe du point de vue des éditeurs, Prisma ou Groupe Les Échos, Le Parisien, qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on se dit il y a besoin d'une couche de régulation nouvelle, il faut que les États généraux aboutissent sur une nouvelle régulation parce qu'il y a effectivement des problèmes? Est-ce que c'est ça qu'on attend, Claire? Alors moi déjà j'ai un petit questionnement sémantique par rapport au fait de faire des États généraux de la presse, enfin des États généraux de l'information et pas des États généraux de la presse. Oui, mais j'ai bien compris. Parce que autant je pense que on a besoin d'États généraux de la presse, c'est-à-dire on a besoin d'un cadre, parce que face à nous, on a les plateformes effectivement qui sont de plus en plus concentrées, qui sont à la fois distributeurs, qui sont à la fois régies et maintenant éditeurs. On a une législation sur les droits voisins qui n'est pas appliquée, enfin partiellement appliquée, donc on a besoin d'un cadre. Sur la distribution, on a besoin d'un cadre. Autant sur l'information, je pense qu'on oublie souvent qu'on a déjà un cadre qui fonctionne bien. Alors peut-être je pourrais développer plus tard, mais on a la loi de 1881, on a la loi Bloch de 86, on a le Code du travail qui dit un certain nombre de choses. Donc je trouve qu'il y a un certain nombre d'idées reçues là qu'on agite en ce moment, alors qu'il y a plein de choses qui sont déjà prévues dans les textes, qui fonctionnent bien. Et donc pour moi l'enjeu, c'est vraiment le modèle économique de la presse, et on a besoin d'un cadre pour nous aider à évoluer face aux plateformes, et il ne faut pas se tromper de combat. On a des lois sur le sujet de l'information qui fonctionnent bien. Avant de créer de nouvelles lois, comme souvent, appliquons celles donc qui je existent. dis évidemment à l'État, et aidez-nous à créer un cadre pour lutter contre cette déferlante de l'intelligence artificielle qui arrive sur nous et qui détruit nos métiers. Attention à pas se tromper d'ennemis et à pas se tromper de combat. Que ça soit pas une loi qui finalement encadre que les médias historiques et qu'on puisse rien faire contre en les tout nouveaux cas, acteurs. on a des outils en France pour protéger la liberté d'informer et pour protéger le droit à l'information fiable qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça fonctionne depuis 1881, donc il faut faire attention. Voilà. Pierre? Oui, moi j'ai compris qu'on avait... je pensais pas qu'on avait vraiment besoin d'états généraux de l'information, mais j'ai compris qu'on en avait besoin à un moment où j'ai entendu beaucoup de choses très délirantes dites sur l'information, avant l'été par exemple. Et je me suis dit, effectivement, on en a peut-être besoin, à l'instar de ce qu'évoquait Christophe aussi, pour reposer quelques concepts, remettre à plat quelques concepts, et aussi distinguer selon les catégories d'acteurs. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que j'ai entendu... À un moment, il y avait un débat autour du JDD. On peut en parler très librement ici. Et j'entendais tel ou tel représentant du peuple, on ne citera pas, dire il ne faut pas leur parler parce que ce journal n'offre pas les garanties de pluralité exactement, avait-il dit, mais pas pluralisme, qui aurait été peut-être plus approprié, et il ne faut pas leur parler. Un journal n'a pas à offrir des garanties de pluralité ni de pluralisme.
un journal, il a une ligne éditoriale. Vous voyez tout à l'heure notre collègue très sympathique, le patron de l'Humanité. Je suis pas sûr qu'il offre des garanties de pluralité interne extrême. Il n'est pas fait pour ça. C'est un organe d'information qui représente un certain courant de pensée, parfaitement respectable. Et donc il est là. Mon camarade de La Croix a beaucoup d'opinions exprimées dans La Croix, mais c'est quand même un organe qui pose et qui a posé une ligne, qui la défend d'ailleurs extrêmement bien. Donc un journal de la presse écrite, ça c'est pour commencer cette espèce de clarification 1.0, n'a pas besoin de cette pluralité interne. Là où il y a besoin de pluralité, de pluralisme, en fait c'est ça le mot exact, c'est dans les chaînes de radio et de télévision, parce qu'elles sont conventionnées avec l'ARCOM, et elles sont conventionnées parce qu'elles utilisent une ressource rare qui est le domaine public des ondes, et c'est pour ça que ce domaine étant incessible, appartenant à l'État, on l'occupe provisoirement, et à ce titre-là, il y a une convention. C'est ça le droit de l'information aujourd'hui, c'est ça le droit basique et la répartition des acteurs. Donc on ne dit pas qu'un journal ensuite ait une ligne éditoriale, qu'elle plaise à certains, qu'elle plaise pas à d'autres, ça c'est un autre problème. Deuxième chose aussi, quand on a commencé à agiter toutes ces idées-là, moi, j'avais envie de rappeler tout de suite que pour qu'il y ait liberté de l'information, il faut qu'il y ait liberté des journalistes dans la recherche et l'écriture de l'information, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie liberté des entrepreneurs pour créer des journaux. Dans l'histoire de la presse en France, il y a une longue histoire de gens qui ont décidé, parfois d'ailleurs ils ont laissé leur chemise dans cette histoire, pas tous, de créer un journal pour porter une opinion. Donc la liberté de l'information, elle ressort de deux acteurs, ceux qui engagent leur capital pour créer des organes de presse, éventuellement des médias plus larges et éventuellement réussir ou pas, ça dépend, et puis ceux qui écrivent les contenus. Tout ça, pour moi, ce sont les éléments de base. Ils vont être certainement évoqués dans les états généraux. Moi, je veux dire aussi que je voudrais que ces états généraux soient très généraux. J'ai dit à Christophe, d'ailleurs, dès l'été dernier. Et quand je dis des états généraux très généraux, c'est pas pour paraphraser Edgar Morin qui parlait d'une situation générale, générique et généreuse. Il faut que ce soit généreux aussi, ça, pourquoi pas. L'État peut être généreux encore plus avec les médias. Mais j'évoquais plutôt le traitement général des sujets. Par exemple, la place de l'audiovisuel public dans ce pays peut être aussi une question qu'on se pose. Parce que moi, parfois, je vais à tel ou tel endroit et on pose la question comme ça naïvement, quel est ce pays d'Europe dans lequel le premier groupe de radio et de très loin est public et puis le premier ensemble de chaînes de télévision est public? C'est un État illibéral, affreux, c'est une semi-démocratie autoritaire. Non, c'est la France. C'est la France et il y a certaines raisons de s'en réjouir à certains égards. Moi-même, j'ai une longue tradition d'écoute de certaines antennes et je peux me réjouir de la qualité de certaines choses. Mais je pense qu'on ne fera pas l'économie quand même de deux questions. Est-ce que ces 3,8 milliards d'euros, je crois, à peu près engagés dans cet effort sont parfaitement utilisés? Ça, c'est une question récurrente que la Cour des comptes peut poser, l'Inspection des finances. Les parlementaires doivent se la poser tous les ans au moment de l'examen du budget. Deuxième question plus ontologique, et ça, à ce titre-là, encore plus intéressante. Est-ce que les cahiers des charges d'aujourd'hui sont des cahiers des charges de mission d'intérêt général? À l'AFP, dont j'ai eu pendant quelques années l'honneur d'être le PDG, on avait dû répondre à cette question. Quelles sont les missions d'intérêt général de l'agence? Qu'est-ce qui justifie que soit versé quelques 130, 140 millions d'euros, je sais plus, d'argent public pour les financer? C'est un peu pareil pour le secteur public. Il faut s'interroger. Quelles sont les missions d'intérêt général? Par exemple, pour finir, je vais être trop long, je le sens, mais porter une mission de partage de savoir très précis, spécifique. France Culture le fait formidablement bien. Et c'est vrai que le secteur privé ne pourrait pas l'assumer. Parce que nous devons trouver une audience qui va générer des recettes publicitaires, sinon on n'a pas moyen. Donc, mission d'intérêt général absolu. Porter des captations éventuellement dans des régions compliquées, des captations de concerts, c'est tout à fait légitime. Faire du rap, avoir une radio publique de rap, je caricature un peu volontairement pour vous ranimer en fin de journée, c'est un petit peu moins éventuellement évident puisque d'autres radios privées ont l'obligation d'en diffuser, c'est la loi tout bon, et passe, comme la production française, c'est surtout du rap aujourd'hui, beaucoup de rap, donc c'est déjà plus contestable. Et puis enfin, c'est l'ampleur des moyens consacrés. Quand on est, comme moi, l'heureux président, mais pas propriétaire évidemment, d'une radio qui fait de la musique classique, quand on a 6 fois moins de fréquences que son concurrent, mais quand même autant d'audience, voire plus d'audience quand on est à égalité sur la région parisienne, et un budget 4 à 5 fois inférieur, on se dit, tiens, cherchez l'erreur. Il y a un coût à l'auditeur qui est peut-être pas le même, peut-être qu'on n'est pas organisé pareil, et je veux dire que nous, on va chercher chaque euro de revenus publicitaires avec les dents. Voilà. J'arrête là parce que je sais que c'est trop long, mais moi je voudrais que ces questions-là soient posées, et aussi les définitions de ce qu'est une ligne éditoriale,
le rôle d'un actionnaire qui a des droits, parce qu'il engage son argent, il a parfaitement le droit d'exiger une certaine ligne de la part du journal qu'il finance, parce que sinon, il y a certains qui se posent un peu un abbé Pierre des médias. Voilà, c'est l'abbé Pierre des médias, je finance tout, je m'intéresse à rien. Puis il y a d'autres qui s'intéressent à ce qu'ils font. Moi, je pense que on appartient à la deuxième catégorie. Alors, c'est bien, tu as posé toutes les questions d'un seul coup. Alors, du coup, maintenant, chacun va demander, à sa manière, essayer aussi un peu d'y répondre. Madame la ministre, sur les questions soulevées, est-ce qu'il y a un des points sur lesquels vous avez envie de réagir? Alors, je pensais pas qu'on allait faire un débat sur l'audiovisuel public et comment il dépense son argent. Il aurait fallu à ce moment-là inviter soit Delphine Arnaud, soit Sybille Veil, soit les deux. Mais Pierre a posé plein de questions, donc vous pouvez choisir, c'est ça l'avantage. Elles sont venues, c'est ça que vous dites? Oui, je me doute bien. En plus, ce média en scène est organisé en partenariat avec Radio France. Non, je crois que le message de Pierre, d'une certaine manière, c'était de dire les états généraux de l'information doivent parler de tous les sujets. Est-ce que ça sera le cas? Tu veux peut-être en parler là Non, mais vas-y, comme ça. C'est quand même toi qui pilote. Est-ce qu'on va parler de tout? Ils sont bien généraux. Ils sont comme leur nom généraux l'indique. Et toutes les questions méritent d'être posées, qu'elles soient financières. Les seules questions qui ne seront pas posées, je le dis bien parce que parfois on est saisi, c'est les états généraux ne se saisiront pas de ce que doivent dire ou faire les rédactions. Ne se saisiront pas du vocabulaire que doit employer l'AFP. Ne se saisiront pas des blagues, qu'on les apprécie ou pas, qui sont faites sur telle ou telle antenne. Et on est dans un moment où tout le monde veut censurer tout le monde. On ne sera pas là pour restreindre la liberté. On sera là pour travailler à ce sur quoi, pour le coup, la loi de 1881 ne dit rien, qui est la loi de 1881, elle ne dit pas grand-chose de ce qu'on peut imposer aux plateformes numériques, qui aujourd'hui quand même tiennent largement les médias comme la corde tient le pendu. Chacun peut-être craint dans la salle qu'un jour, ici se passe ce qui s'est passé dans d'autres pays, en Australie, en Espagne, plus récemment au Canada, c'est-à-dire que les médias disparaissent tout simplement des grandes plateformes numériques. Aujourd'hui, il n'y a strictement aucune garantie contre ça. La loi de 1881 ne protège pas les médias de ça. Elle ne permet pas de traiter les questions des campagnes de désinformation. Elle ne permet pas de traiter des régimes de responsabilité des comptes de réseaux sociaux. Elle ne permet pas de traiter de l'allocation des fonds publicitaires et du fait que des plateformes américaines, une poignée d'entre elles, captent l'essentiel, enfin une grande partie de la publicité et l'essentiel de la croissance du marché publicitaire. Bref, si on avait restreint, si la commande avait été restreinte aux médias, refaisant ce qui avait été fait sous Sarkozy, à savoir les états généraux de la presse, on se serait cantonné à travailler sur un univers de concurrence qui n'est plus la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les médias d'information qui produisent du journalisme sont en concurrence directe avec des propagandistes, avec des agences de communication, avec des contenus produits par l'industrie de la désinformation, avec des rumeurs, avec de l'opinion de chacun, etc. Et que cet univers de concurrence, il est totalement bouleversé. Et que c'est une problématique de deux natures, c'est même un problème, de nature démocratique et de nature économique. Et d'ailleurs, on s'est engagé dans les États généraux à bien mettre en relation les principes démocratiques et les réalités économiques. Parce que ça sert à rien d'avoir des grands principes si on leur donne pas une réalisation concrète. Et l'enjeu, c'est d'arriver à trouver les réalisations concrètes pour vraiment protéger le droit à l'information. Et voilà. Ça, c'est pour la réponse sur la pertinence, je dirais, d'avoir à travailler sur un périmètre qui est plus large que celle des médias. Pour le reste, on reviendra peut-être sur Dieu et le public, sur le sujet de ce jour. Périmètre, Madame mais je ne veux pas répondre sur à ce périmètre de l'ambition, est-ce que ça vous semble légitime ou est-ce que ça risque de se finir comme réguler les médias historiques? Non, parce que effectivement, il y a moi ce que j'en attends en tout cas de ces États généraux, c'est d'une part cette mobilisation citoyenne et ce débat citoyen autour de ce bien commun qu'est l'information pour le partager avec toutes les générations, y compris les jeunes. J'ai fait des propositions avec Christophe Deloire sur le pass culture aussi qui peut être impliqué, d'en faire un moment le plus participatif possible. Ce que j'en attends, c'est éventuellement des évolutions législatives après, des propositions dont on pourrait se saisir. Et je sais qu'il y a aussi un groupe de députés, un certain nombre d'entre eux sont là avec nous, qui veulent travailler aussi et faire des propositions d'ordre d'évolution législative.
parce que quand même cette loi de 86, elle a besoin d'être actualisée. La loi Bloch de 2016, elle pourrait être renforcée sur des points très précis. On pourra y revenir. Donc là, on peut travailler concrètement, et ça ne concernera pas que les médias historiques, puisque justement l'idée c'est d'adapter à l'ère du numérique ces lois. On peut aussi en attendre des évolutions qui, pour nous, ministère de la Culture, qui sommes aussi le ministère des aides à la presse, nous aideraient à voir comment réformer nos aides à la presse, si on doit les réformer. Est-ce qu'on doit les conditionner? Est-ce qu'on doit les plafonner? Est-ce qu'on doit amener d'autres paramètres dans la manière dont ce château de cartes des aides à la presse depuis 200 ans s'est construit? Ça peut amener aussi, je l'espère, une prise de conscience sur l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information. C'est absolument capital si on veut penser à l'avenir d'une démocratie, puisque c'est vraiment le titre de cette table ronde. À toutes ces générations qui s'informent sur TikTok, où on sait qu'il y a 20% de vidéos qui ont des contenus de fausses informations, ou qui s'informent uniquement sur d'autres réseaux sociaux. Comment, éduquer à l'utilisation de ces réseaux. Là aussi, on doit un peu aller plus loin par rapport aux dispositifs tels qu'ils existent aujourd'hui d'éducation aux médias, à l'information. D'ailleurs, la députée Violette Spilbout a fait un rapport là-dessus. On est plusieurs à travailler là-dessus. Donc voilà, c'est un certain nombre de sujets. Je pourrais parler aussi des ingérences étrangères. Christophe l'a dit. On a de plus en plus une guerre de l'information avec des manipulations qui viennent de l'étranger. C'est moins mon champ en tant que ministre de la Culture, mais le ministère de la Défense, des Affaires étrangères sont extrêmement préoccupés par ces phénomènes qui perturbent pas seulement notre démocratie, mais d'autres pays. Voilà, donc tous ces sujets, pour moi, sont des sujets extrêmement importants à traiter dans ces États généraux, dont on attend des propositions en mai, en juin, dès que vous pourrez, pour ensuite faire des propositions d'évolution législative, réglementaire, de réformes qui ne passent ni par la loi ni par les règlements. Mais voilà, pour moi, c'est ça les enjeux principaux. Actualiser la loi de 86, la loi Bloch, porter une ambition nouvelle sur l'éducation aux médias, à l'information, partager une stratégie avec nos collègues européens sur la lutte contre les ingérences étrangères. Il y a tous les sujets intelligence artificielle dont on n'a pas encore parlé, mais évidemment qui viennent percuter tout ce qu'on a construit aussi avec la directive droit voisin, parce qu'on s'était mobilisé la France et on a mobilisé l'Europe avec cette directive droit voisin qui a permis quand même face aux plateformes de faire plier Google et de rémunérer l'utilisation des contenus par les plateformes. Mais avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer de tout ce qu'on a construit là? Donc on a tous ces enjeux à un niveau européen aussi à porter. Et l'année prochaine, avec l'année des élections européennes, sera décisive, avec l'IA Act qui est en train d'être discuté en ce moment aussi, avec le European Media Freedom Act également. Donc il y a l'échelon aussi des discussions européennes qui est en parallèle de ces États généraux et qui va se poursuivre au-delà des États généraux. Claire, est-ce que cette ambition générale, est-ce que ça vous rassure, ça vous inquiète ou ça vous fait réagir, tout ça? En fait, moi, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'on entend ici ou là que je voudrais questionner sur ce sujet de l'information. Par exemple, idée reçue numéro 1, on entend qu'il faudrait réserver les aides publiques à ceux qui donnent un droit d'agrément des rédactions, par exemple. Il y a ce sujet des aides publiques et du droit d'agrément. Droit d'agrément, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la rédaction donnerait son agrément sur le choix du directeur de rédaction. D'accord? Donc sur les aides publiques, je voudrais juste rappeler que dans la loi de 86, il est prévu que la violation de l'article 2 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse entraîne la suspension de toute ou partie des aides à la presse dont elle bénéficie. Donc c'est déjà prévu. Il y a déjà un dispositif. Et sur l'exercice du droit d'agrément, donc cette idée que la rédaction pourrait choisir son directeur de rédaction, je voudrais rappeler le principe de la clause de cession, clause de conscience, qui a été introduite dans le Code du travail en 1935, à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Georges Bourdon, qui était le fondateur du SNJ, Syndicat national des journalistes. Et voilà ce qu'il dit à l'époque. Il dit « Je souhaite que le journaliste n'ait pas à choisir entre sa conscience et ses intérêts. » Jusque-là, c'est clair. Il dit « Mais indépendance ne veut pas dire commandement. Un propriétaire, un directeur de journal sont maîtres chez eux. Ils n'ont à répondre que devant leurs lecteurs des doctrines qu'ils préconisent. Libre à ceux qui possèdent un journal de le vendre, de passer d'une doctrine à l'autre, de changer les bases morales sur lesquelles repose leur action. Mais qu'il convienne alors qu'il y a de leur part modification des conventions,
et que si les collaborateurs ne croient pas devoir y donner leur adhésion, la rupture du contrat s'ensuit nécessairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un équilibre entre le propriétaire du journal qui est maître chez lui, et donc qui peut décider de changer de ligne éditoriale, de nommer qui il veut à la tête du journal, et le journaliste qui, lui, est titulaire de cette clause de cession ou clause de conscience et qui peut l'actionner si la ligne éditoriale ne lui convient pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on donne ce droit d'agrément, si en cas de changement de contrôle, il y aura plus de clause de cession, puisqu'en donnant votre droit d'agrément au nouveau directeur de rédaction, finalement vous approuvez vous approuvez une éditoriale. C'est un équilibre qui fonctionne, et donc c'est soit l'un soit l'autre. C'est pas fromage et dessert. Oui, c'est ça. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on parle d'indépendance du journaliste, je pense que là aussi il y a un problème, parce que le journaliste, il est salarié ou pigiste, donc il a un lien de subordination avec son employeur. Donc il y a une contradiction, c'est-à-dire que le journaliste. Alors, ce qu'il faut garantir, c'est l'indépendance de l'information. C'est pas l'indépendance du journaliste, et c'est pas pareil. L'indépendance de l'information, en fait, qui est destinataire de cette indépendance de l'information? C'est le citoyen. C'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le citoyen qui est dépositaire de cette information qui doit être éclairée. Le journaliste, il en est que l'instrument. Il n'est pas, lui, le dépositaire de cette liberté d'expression et d'informer. Il en est l'instrument, et donc il ne faut pas tout confondre, je pense. C'est comme quand on dit que l'information est un bien public. Un bien public, il y a une définition précise. Oui, ou même un bien commun. Un bien commun, c'est par exemple l'éclairage public, c'est un bien commun, parce qu'un lampadaire, quand moi je suis sous un lampadaire, j'empêche personne d'autre d'être sous le lampadaire et de bénéficier aussi de son éclairage. En revanche, la presse, selon la définition du bien commun, je pense pas que ça soit un bien commun, puisque ça nécessite des investissements privés. Et puis ça génère des droits d'auteur, des droits voisins, c'est soumis au régime de propriété intellectuelle, donc c'est bien que c'est un droit individuel et pas un droit collectif. Donc je pense qu'il faut faire attention, parce que on mélange beaucoup de choses, et comme je disais au début, les textes sont très précis, permettent beaucoup de choses, et donc voilà, je voulais juste qu'on fasse attention à la sémantique. Dans l'ambition que vous décrivez tout à l'heure, Madame la Ministre, vous aviez quand même dit tout à l'heure, il faut que les journalistes soient indépendants de leurs actionnaires. Pour vous, c'est important. Alors, quand je parle d'indépendance, je parle de l'indépendance de l'information. L'information qu'ils produisent, je ramenais ça à cet enjeu d'une défiance de plus en plus grande de nos citoyens. Si l'information, ils ont l'impression que cette information répond à des intérêts économiques ou des intérêts politiques ou idéologiques, c'est pas la même chose qu'une information qui serait indépendante. C'est pas la même, c'est pas une question, c'est une question à la fois de fiabilité et alors le mot neutralité est très compliqué, parce que tout journaliste est forcément un peu subjectif. Oui, mais comme disait Pierre, on n'attend pas. Et qu'il y a une ligne éditoriale dans un média, mais à ce moment-là, où est la différence entre une opinion, une information? Parce que c'est toute la complexité que vous allez avoir aussi à débattre dans ces états généraux. C'est qu'à un moment donné, quand on parle de transmettre une information sur quelque chose qui se passe dans l'actualité, et ben on va avoir un panel de différentes manières de présenter cette information. Comment le citoyen s'y retrouve du point de vue du citoyen, quelles sont pour lui. Et c'est pour moi aussi, c'est des questions de déontologie, mais encore une fois, c'est pas au gouvernement de fixer cette déontologie. Je veux être très très clair là-dessus. Chaque média écrit sa propre charte de déontologie. Je relisais encore récemment, parce que c'est une que j'ai souvent sur mon bureau, la charte de Sud-Ouest. C'est extrêmement clair, les valeurs, les méthodes de travail, la déontologie. Voilà, chacun a sa charte de déontologie. Un citoyen peut aller sur le site internet de Sud-Ouest, lire sa charte de déontologie et savoir c'est quoi la philosophie, l'ADN de ce journal. Et pour moi, c'est pas un hasard si dans les sondages Sud-Ouest, je reprends cet exemple pour un peu être neutre par rapport à ceux qui sont là, a des très bons taux de confiance de ses lecteurs, parce que je pense qu'il y a une adhésion aussi à des valeurs, à une manière de travailler, à des principes philosophiques, et que voilà, sans vouloir mettre de la morale, c'est pas le sujet, c'est quand même un sujet aussi de ligne, de méthode et de travail et de valeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Pierre? Christophe et ensuite Pierre. Christophe. Alors, pour commencer par les questions terminologiques. Effectivement, l'information en tant que telle n'est pas un bien commun. Ce qui est un bien commun, c'est l'espace informationnel. C'est l'espace sur lequel on discute.
Et on a développé ça à Reporters sans frontières en initiant un partenariat qui réunit maintenant 52 États, le partenariat pour l'information et la démocratie. Et on est allé assez loin dans cette définition. Après, je dois reconnaître que là récemment, pour le mettre sur une affiche, ça marche pas. Donc à la fin, mais l'information est un bien commun, parce que sinon personne ne comprend. Mais sur le fond, on est d'accord sur cet aspect-là. Sur l'indépendance, je rejoins et Claire et Madame la Ministre. C'est d'indépendance éditoriale dont on parle, d'indépendance de l'information. Est-ce qu'on veut d'un pluralisme qui serait un pluralisme uniquement des propriétaires ? Et moi, travaillant à Reporters sans frontières, je connais un certain nombre d'États, de pays, dans lesquels on a un pluralisme, je ne parle pas de la France, d'oligarques. Il y a des patrons de groupes qui ont chacun, généralement, sont liés à des partis politiques. Et on a un pluralisme entre des médias qui sont vraiment assujettis à la logique du propriétaire et pas à une diversité de ligne éditoriale, mais entrant quand même dans une forme de subjectivité désintéressée, comme pour reprendre l'expression d'Hubert Beuve-Méry. Et de ce pluralisme-là, je crois que ce pluralisme-là n'est franchement pas un modèle démocratique. Si on dit que la presse joue un rôle démocratique, le journalisme en général, je dis la presse métaphoriquement pour dire le journalisme, alors ça suppose un certain nombre d'obligations. Pour tous. Pour les journalistes, comme pour les autres parties prenantes dans les entités de médias. Si on part précisément du citoyen et qu'on pose, et je trouve que c'est très bien de partir du citoyen, c'est sur lui effectivement que devrait reposer le droit principal, c'est le sens des initiatives qui ont été développées dont je parlais tout à l'heure, alors ça suppose, au-delà de responsabilités liées à la liberté d'expression, et qui existent dans le droit, y compris dans le droit international, il y a des responsabilités particulières attachées au journalisme. La Charte de Munich fixe 10 devoirs pour 5 droits. C'est le texte de référence en Europe au moins pour le journalisme, pour l'éthique du journalisme. Et il n'y en aurait aucun de devoir pour les propriétaires qui, eux, au nom de leurs droits de propriété, pourraient faire absolument ce qu'ils veulent, je ne crois pas. Donc, ensuite, la question ne doit pas être posée en blanc ou noir, ou en vision, j'allais dire, extrémiste, qui serait, d'un côté, une logique censitaire sur l'information, et de l'autre, une logique d'indépendance des journalistes qui feraient absolument ce qu'ils veulent, en dehors de toute structure. Mais dès lors qu'on arrive à se mettre d'accord sur le fait que, en tant que citoyen, on ne veut pas recevoir des informations qui, en fait, sont... sans qu'on le sache, des contenus qui sont produits pour nous vendre des intérêts, des choses, et qu'on a besoin d'éléments de fiabilité, la question c'est comment on fait. Et là, il y a pas mal de propositions sur la table. Alors celle qui fait le plus parler, qui est sans doute la plus clivante, c'est celle du droit de veto sur le directeur de la rédaction. Mais il y a des propositions sur le droit d'agrément sur les... actionnaires, il y a des propositions sur le renforcement de la loi Bloch, qui est là pas dans une logique d'équilibre de pouvoir ou de contre-pouvoir, mais dans une logique de mise en œuvre de principes. Il y a des propositions de nature pénale, la création d'un délit de trafic d'influence dans le champ de l'information. Il y a des propositions qui ont notamment été évoquées par la commission sénatoriale liées à la présence d'administrateurs indépendants sur la question de l'indépendance dans les conseils d'administration. Bref, il y a pas mal de propositions. Et moi, je pense que le débat est l'un des atouts des États généraux. En tout cas, c'est le lieu pour le faire. C'est d'essayer d'aller trouver quand même du consensus sur un certain nombre de principes. Enfin, un consensus qui, par nature, sera toujours limité, mais enfin, plus large possible. Et essayer de voir comment on peut mettre en œuvre, sans effet pervers, avec le souci d'équilibre, mais d'une volonté quand même forte et déterminée, s'agissant du droit à l'information, qui suppose l'indépendance éditoriale. Alors, si j'ai un instant, le pluralisme. Aujourd'hui, il y a deux questions sur le pluralisme. Effectivement, sans doute, les médias français sont moins concentrés qu'au fil de l'histoire. En France, il y a une concentration horizontale, c'est-à-dire de taille de groupe, qui est plutôt plus faible que dans d'autres pays européens, mieux classés au classement mondial de la liberté de la presse. Il n'y a pas de grands groupes de médias, façon les grands groupes allemands en France. Il n'y a pas de Bertelsmann. Pardon ? Il a revendu. Oui, il a revendu, mais France, pas le groupe lui-même. Il y a une présence de Bertelsmann en France, mais il n'y a pas d'équivalent de Bertelsmann en France.
En revanche, il y a quelque chose d'assez spécifique sur ce qu'on appelle les concentrations verticales avec des groupes industriels ou des personnes, et qui est quand même un sujet de forte préoccupation pour les Français si on en juge les sondages. Et dont on ne peut pas dire que ça n'a aucun effet sur l'ensemble des lignes éditoriales et aucun effet sur l'information. La question, c'est comment on règle ça. Et il suffit pas de claquer dans ses doigts et de dire que plus aucun groupe industriel ne devrait posséder de médias à partir de demain matin. Ça n'aurait pas grand sens. Mais donc, comment on traite cette question? Comment on traite effectivement, c'est quoi aujourd'hui le pluralisme en termes démocratiques et de régulation démocratique, en termes économiques, de régulation économique. Et puis enfin, il y a un enjeu qui est celui des algorithmes. Et l'idée des bulles de filtre, qui est beaucoup propagée, est assez peu établie scientifiquement. En fait, on est quand même tous plutôt exposés à une plus grande diversité qu'avant de contenu que quand on lisait un seul journal. Mais il y a un enjeu de pluralisme interne, bon, j'y reviens pas, et puis il y a un jeu de est-ce qu'on a un système qui favorise la polarisation? Et au fond, une scientifique turque qui est maintenant aux États-Unis, Zeynep Tufekci, a une bonne image. Elle dit, au fond, aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, c'est celle du terrain de football. On est dans une tribune avec les hooligans de notre camp à hurler contre la tribune d'en face. Certes, on les entend, mais on hurle avec notre camp. Et comment on fait en sorte que l'écosystème algorithmique ne favorise pas d'abord cette disposition-là? Pierre, sur les différents points qui ont été avancés. Donc on voit déjà l'intérêt d'avoir ces débats. D'abord, on a des exposés très brillants des uns et des autres sur différents sujets. Et je pense qu'on a déjà ici à Média en Scène, et on aura dans le cas des clarifications. Ce que Claire a rappelé, je trouve est extrêmement éclairant, et c'est très, très juste de le rappeler. Ceux-là même qui, à tel ou tel moment, prônent tel ou tel dispositif, ont souhaité des clauses de cession, des clauses de conscience, et qui existent. Autre clarification que je voudrais faire, et je voudrais pas vous laisser avec l'impression que Christophe a un peu laissé planer comme ça. Le pluralisme d'oligarques n'est pas une tradition française. C'est vrai que ça n'est pas une tradition française. Il y a des pays très illibéraux, très méchants, certainement, dans lesquels ça peut se passer, mais c'est pas une tradition française. Et les gens qui investissent dans les médias dans ce pays le font avec effectivement souvent une ligne qui est affichée. Quand on pense aux Échos, par exemple, ici on est dans les Échos, Le Parisien, il y a un accord d'indépendance dans lequel il est marqué, c'est un journal de tradition libérale. Voilà, c'est marqué dans l'accord d'indépendance, donc on sait où on est. Et d'ailleurs, quand on rejoint les Échos comme journaliste, a priori, on doit assumer et participer à cette envie-là d'illustrer une vision libérale. Une vision libérale de l'économie, c'est aussi une vision dans laquelle on met en valeur le rôle des entreprises dans la création de richesses dans l'économie. Moi, pour écouter pas mal d'autres antennes, et par exemple les antennes publiques pour ne pas les citer, on va avoir une vision du travail comme c'est le tripalium, c'est vraiment un instrument de torture, on va sortir essoré, il faudrait peut-être mieux ne pas y entrer, d'ailleurs ça serait vraiment encore mieux, comme ça on serait certain de pas souffrir, et jamais ou quasiment jamais on ne vous parle d'une entreprise qui a réussi à faire quelque chose de bien, comme créer des dizaines de milliers d'emplois. Alors c'est peut-être tellement évident que c'est pas mentionné, mais ça serait mieux en le disant, puisqu'après tout, ces antennes ont beaucoup de succès, très mérités du fait de leur qualité, et aussi peut-être un peu, j'allais dire, accompagnées par les moyens et les dispositifs dont elles peuvent bénéficier. Donc ça, c'est une autre clarification. Ce n'est pas une tradition française. Par contre, la tradition, elle remonte même à l'avant-guerre, c'est qu'il y a des industriels et il y a des gens qui souhaitent investir et soutenir des journaux. Le meilleur raisonnement là-dessus, c'est un raisonnement de droit de la concurrence, qu'on appelle contrefactuel. Bon, certains le connaissent certainement, mais si on regardait l'état des médias dans ce pays sans que des industriels aient investi, il n'y aurait plus rien. En gros. Alors il resterait peut-être, et c'est pas certain encore, Sud-Ouest, dont j'ai remarqué que c'était votre favori, et vraiment je vais les saluer ce soir, parce que je pense qu'on passe pas assez de temps à regarder la charte de Sud-Ouest et à les saluer. Ce sont des gens formidables. Mais je la connais, j'ai dans mon dossier exactement là, avec toutes les chartes d'indépendance des uns et des autres. Et moi-même, dans ce groupe, j'ai plusieurs chartes, plusieurs sortes d'organisations, donc on est pas mal placé pour comparer. Mais encore une fois, il y a ce raisonnement, si ces industriels n'avaient pas investi, il n'y aurait plus de presse écrite nationale quasiment. Même Libération a été soutenue par un Rothschild à un moment, par un Drahi à un moment. Alors, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils le font. Un singulier goût du masochisme, peut-être. Une envie de souffrir. Ça peut aussi illustrer un projet personnel. Je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont fait. Et peut-être même, de façon plus sérieuse, un souci de contribuer au financement d'organes d'expression diverses qui concourent aux formations des opinions dans le pays, qui concourent à cette fameuse démocratie qu'on est là pour défendre.
Peut-être même peut-on prêter à ces gens sans âme et sans cœur cette envie de dépenser de l'argent pour contribuer à tout cela. De la même façon que l'État le fait en contribuant lourdement avec l'argent des contribuables à financer des antennes qui ont plein de missions, certains estiment qu'ils doivent le faire. Donc ça, c'est un point important. On n'a pas de tradition d'oligarque. Enfin, sur le droit de veto, ça a été mentionné. C'est vraiment pas, et Christophe l'a dit, moi je veux pas me concentrer aujourd'hui, j'ai écrit un bouquin entier sur les GAFA, les bulles, les compagnies, je ne vais pas le faire maintenant et vous refaire tout ça, mais sur ce dispositif particulier-là, on est ici dans un groupe dans lequel certains endroits en ont, d'autres sites en ont pas. Donc on peut comparer. Je pense que ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Et je pense en tout cas que si ce sujet est débattu, il doit l'être en même temps, et Claire l'a mentionné, que d'autres, la clause de conscience, la clause de cession, et aussi en même temps qu'un rappel tout simple de ce qu'est le droit de propriété et les droits et devoirs de chacun. Moi, souvent, je suis face à tel ou tel groupe de salariés qui disent « c'est notre journal, c'est magnifique, c'est une propriété symbolique ». Les SDJ, 1935, ont été créés notamment pour permettre d'entrer au capital des journaux. C'est pas interdit de lever des fonds, de tendre la CBI et puis de financer des journaux. Je constate que c'est assez rare. Il y a quelques scopes qui existent dans le pays, mais sinon, ça n'est pas l'esprit entrepreneur qui gouverne la plupart des rédactions, pardon de le dire, et qui se dirait on va lever de l'argent et racheter des journaux. Elles ne le font pas. Elles ne le font pas, et donc il y a d'autres qui le font, et donc il y a un propriétaire, il y a un directeur de la publication, il y a une ligne éditoriale qui est fixée, et ensuite il y a une façon de vivre avec cette ligne. Et encore une fois, si on n'est pas tout à fait d'accord avec cette ligne-là, cette vision du monde, cette projection, eh bien on a tout loisir de partir avec beaucoup d'argent d'ailleurs, et d'aller exercer ses talents dans d'autres endroits. Dans le domaine, pour finir, de l'audiovisuel public, là, encore une fois pour y revenir, moi je souhaite, et c'est pas un goût de la Schadenfreude, mais je souhaite que si ces mécanismes d'élection soient mis en œuvre, mais qu'ils le soient partout. Après tout, on comprendrait mal que l'État, inspiré par les meilleurs sentiments pour autrui, ne s'appliqua pas à lui-même, en fait, ces dispositifs de droit de veto aux rédactions. Mais ça paraîtrait assez normal, parce qu'après tout, voilà, des très grandes rédactions, financées largement, comme on l'a dit, et donc, après tout, appliquons-le. Je pense que l'État ne le souhaitera pas. Je pense que ces entreprises-là ne le souhaitent pas non plus. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, elles ne le souhaitent pas. À chaque fois qu'on leur pose la question, elles ne sont pas pleines d'enthousiasme. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion à formuler là-dessus, parce que je vis avec les deux systèmes. Et je constate qu'on peut vivre avec les deux systèmes. Il y a des parfois il y a des moments plus ou moins agréables à vivre, il y a des moments où s'exprime aux Échos une rédaction qui s'était pas exprimée depuis 10 ans sur aucun sujet, qui n'avait pas voté sur rien. Bon voilà, donc on est devant une situation, on la gère, on va la franchir, on va passer à la suite. Rien de tout ça n'est insurmontable. Par contre, le moment doit être utilisé, et c'est bien ce qu'on fait là, pour clarifier. Un dernier mot aussi, parce qu'on parlait des sondages. Et je voulais pas avoir tout de suite, mais je vais l'avoir, je pense, une forme d'inélégance à le mentionner. Mais moi, parfois, pour consoler les journalistes auxquels je m'adresse, qui disent mais dans les sondages, on est très très mal classé. Il y a une seule catégorie socio-professionnelle qui est plus mal classée que les journalistes dans les sondages. Céline, vous le savez, je crois, malheureusement, ce sont les femmes et les hommes politiques. Ils sont encore plus bas que les journalistes. Voilà. Donc on va pas en parler ce soir, mais je pense que là, on se rejoint dans une volonté collective de remonter un peu le niveau. Il faudrait que tous, on remonte, on tape au fond de la piscine, et puis ensemble, dans un élan comme ça, convivial, on va réussir à faire en sorte que soient mieux respectés et pris au sérieux les femmes et les hommes politiques, et les journalistes dont le rôle est capital dans la formation des opinions. On voit bien que les débats vont être riches, variés et passionnants, parce qu'il y a des vrais sujets. Est-ce que Claire veut dire un dernier mot, et ensuite je donnerai la parole à la ministre pour conclure? Oui, il y a deux sujets qui sont importants pour moi qu'on n'a pas abordés, toujours dans ces idées reçues qui circulent. Il y a le rôle du directeur de publication. Alors c'est un peu technique, mais aujourd'hui il y a donc le journaliste qui fait son enquête, qui est sur le terrain, qui a ses sources, et le directeur de publication qui est quelqu'un d'autre et qui a une responsabilité pénale. Donc ça veut dire concrètement que quand il y a un problème, diffamation, atteinte à la vie privée, un problème avec la justice, c'est le directeur de publication qui est en première ligne. Et ça, alors j'ai entendu ici ou là que le directeur de publication finalement c'était une sorte de bras armé de l'actionnaire. Pour contrôler ce que faisait la rédaction, et je pense que c'est tout l'inverse en fait. Je pense que le directeur de publication, il protège le travail du journaliste, et moi en tant que directeur de publication, j'ai été très souvent devant le juge, devant la police, qui me demandait mes sources, et ça tombe bien, je les avais pas puisque j'étais pas journaliste, j'avais pas enquêté. Donc c'est beaucoup plus facile de protéger le travail du journaliste et de le laisser travailler sereinement si on n'est pas soi-même impliqué dans ce qu'il fait. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention à ce sujet. Et puis le deuxième sujet que j'entends notamment dans le Media Freedom Act, c'est cette idée d'un régulateur européen pour la presse. Aujourd'hui, la presse, donc nous, on dépend du juge. C'est Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs. Le quatrième pouvoir, c'est la presse, et elle est régulée par le juge judiciaire. Et donc ça fonctionne très bien, c'est la loi 1880. Je pense qu'elle a fait ses preuves, je ne vais pas revenir là-dessus.
Et je pense qu'il faut éviter de nous mettre une superstructure, une sorte d'ARCOM qui viendrait, qui serait composée de je ne sais qui, de personnalités dont on ne sait pas trop d'où elles viennent. Voilà, parce que je pense que on dépend du juge, ça fonctionne bien ainsi. On a des droits, des devoirs, on les applique. Et donc, voilà. Ouais, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais je vais donner la parole à la ministre pour conclure. C'est vrai que c'est quelle est la limite parfois entre information et divertissement. Je trouve que la frontière est souvent de plus en plus floue. On se dit qu'on va réguler l'information, c'est bien, mais il y a aussi parfois des gens qui disent qu'ils sont pas en train de faire de l'information, ils sont en train de faire du divertissement. Donc eux, ils auraient le droit de faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi, et pas être régulés. Ça poserait quand même aussi sans doute. Alors, moi, je ne dis pas cette phrase, il faut réguler l'information. J'ai pas dit ça. Je dis les États généraux sont là pour nous permettre de débattre de toutes ces questions qu'on vient d'aborder rapidement et de voir s'il y a des renforcements législatifs à certains endroits. Je ne pense pas que ça sera le grand soir législatif. Je pense que ça sera des modernisations de lois qui n'ont pas pris en compte toutes les évolutions numériques qui nous percutent depuis un certain nombre d'années, mais dans le sens de ce qu'elles sont déjà. Hein, de mon intuition, c'est plutôt ça. Sur le European Media Freedom Act, la France a très clairement donné sa position que nous ne sommes pas favorables à une régulation de la presse ou à la création d'un super régulateur européen de la presse. Donc, je vais d'ailleurs vendredi à Bruxelles, ça fera partie des points de ce Conseil européen où je redirai cette position pour la France. Donc ça, là-dessus, on est très clair. Après, il y a un certain nombre d'autres pistes, certaines qui seront discutées, je pense, dans les États généraux. Par rapport, par exemple, à la loi Bloch de 2016, est-ce qu'on peut renforcer les comités d'éthique tels qu'ils avaient été proposés à ce moment-là, par exemple, d'envisager la présence systématique au minimum un journaliste, comment ça s'articule avec le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui est une instance d'autorégulation des médias qui existe depuis 2019, si je me trompe pas, qui rend des avis sur, voilà, qui peut être saisi aussi par les citoyens. C'est en fait d'essayer de préserver cet espace informationnel au maximum de toutes les ingérences. Il peut y avoir concentration sans ingérence éditoriale, d'ailleurs. Il peut y avoir une ingérence éditoriale sans concentration. Enfin, tout ça est évidemment complexe, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'ajustements sur lesquels et de renforcements sur lesquels les États généraux peuvent nous apporter des éclairages, voir s'il y a des consensus qui émergent ou pas sur certains sujets, parce qu'avant d'aller au Parlement avec un projet de loi, faudra déjà voir s'il y a un minimum de consensus qui émerge de ces États généraux ou pas du tout, ou si ce sont des débats qui auront besoin d'être poursuivis, si l'arsenal législatif tel qu'il existe suffit. Toutes ces questions, enfin, voilà, on a besoin de ce temps et de ce comité d'experts indépendants et tout leur groupe de travail pour travailler ces questions. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ça veut dire que on pourra en reparler l'année prochaine, puisque d'ici là, Christophe aura fait l'essentiel du boulot. Surtout contribuer tous. Et tu veux pas parler de la consultation avec le CESE ou c'est trop tôt? Si tout le monde ici veut contribuer et donner son avis. Alors, la consultation avec le Conseil économique, social et environnemental est en train de se terminer, mais vous aurez beaucoup de modes de participation. On aura un premier événement à Auxerre, une agora des États généraux de l'information où tout le monde est invité à participer, professionnels et citoyens, le 29 novembre. On fera une tournée en France sous chapiteau avec des assemblées citoyennes. Il y aura d'autres consultations en cours. C'est pas que les acteurs qui parlent entre eux. Alors, ça n'est pas que les acteurs, précisément, parce qu'on repart du citoyen. Ouais. Et c'est effectivement lui qui est le titulaire principal du droit à l'information. Super. Donc Christophe, je te dis rendez-vous ici l'année prochaine. Madame la ministre aussi, j'espère. Claire et Pierre aussi, bienvenue je vous invite déjà pour la 7e édition de Médias en scène où on pourra voir comment les États généraux ont progressé. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous l'année prochaine.